Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut être, comme on dit, en confiance. C'est pas toujours le cas. On en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement dans notre émission, dans la rubrique Bien dans son job, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour. C'est le nom de votre entreprise. Alors, vous venez de la banque. 20 ans dans la banque, et puis vous êtes aujourd'hui coach de manager, de dirigeants et de dirigeantes. Et vous avez un podcast, faut-il le préciser, une newsletter. On est un peu embarrassé avec le syndrome de l'imposteur parce qu'on a envie de dire de l'imposteuse. Non, ça touche les femmes quand même. Trop facile. Alors, on pense que ça touche les femmes, mais pas seulement. La différence, c'est que les femmes vont avoir davantage tendance à en parler, à l'exprimer, alors que les messieurs vont peut-être être davantage dans une stratégie d'évitement. Et au-delà de toucher les hommes et les femmes, je pense que ce qu'il est important aussi de rappeler, c'est que ça peut toucher des personnes, alors qu'on appelle maintenant transclasse, qui viennent d'un milieu social ou socio-économique peut-être plus défavorable, voilà, qui sont également atteints par cette forme de syndrome qui fait dire est-ce que je suis à ma place ? C'est quoi ce concept de l'imposteur, l'espèce d'idée quoi on n'est pas à sa place, c'est ça ? On n'est pas à sa place. J'aime bien parler d'expérience de syndrome, qui est pourtant le terme générique. C'est une expérience transitoire qui nous fait attribuer à des causes externes ce qui en réalité revient à notre mérite, à nos compétences, à nos capacités. Donc c'est soit ce qui m'arrive en termes de réussite, c'est de la chance, soit j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc ce n'est que du travail. Soit c'est peut-être pas faux d'ailleurs. Circonstances externes, ça peut, mais pas que. Concrètement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à assumer ce que l'on est. C'est un problème très psy, en fait, cette histoire. Alors, ça devient un problème psy quand il est vraiment à outrance, quand il devient une souffrance qui peut nous mener à l'autosabotage. Autrement, c'est quelque chose dont on peut se sortir, qui génère une anxiété, un stress qui proviennent de ce doute et de ce manque de confiance, mais ça n'est pas forcément un problème psy. Le mécanisme, c'est quoi exactement ? Comment ça marche ? Parce qu'on voit bien les situations de vie de quelqu'un ça commence en 4e ou en 3e, quand la fille ou le garçon sort de classe et dit « mais j'ai complètement foiré mon contrôle ». Puis 3 jours, 4 jours plus tard, le prof distribue, elle a 18. Et ça agace beaucoup. Il y a un peu de ça aussi dans l'espèce de côté « oh non, je suis nul, j'y arriverai pas », puis finalement, elle a une bonne note. C'est quoi le mécanisme profond de ce syndrome de l'imposteur ? Le mécanisme, c'est le doute. Alors le doute, quand il est à un niveau acceptable, c'est bien, ça participe du développement. Il faut douter. Il faut douter. En revanche, c'est quand ce doute extrême sur ses capacités génère, encore une fois, du stress, de l'anxiété, qu'on se dit tout cela est un hasard ou un coup de chance. C'est là, effectivement, qu'il convient de s'interroger. Ça peut se manifester, par exemple, par de l'ultra-perfectionnisme qui fait, on y arrive parce que on a surpréparé les choses. C'est ça, c'est des gens qui vont, pour une prise de parole, un meeting, une conférence ou une réunion, passer un week-end entier enfermé. Complètement. C'est ceux-là. Tout à fait, ce sont ceux-là qui ne s'accordent, par exemple, aucune erreur possible, pour qui la moindre erreur, ça va être source d'autoflagellation terrible. Donc effectivement, c'est ce mécanisme-là qui fait qu'on ne s'autorise pas à lâcher prise et à se dire que, j'ai suffisamment préparé, ça va en fait. Juste cette question, je pense que vous y avez réfléchi, parce qu'à travers vos clients, vous les croisez. Ça peut être aussi un dirigeant qui est dans le syndrome de l'imposteur, et auquel cas il fait jaillir sur les autres ses propres angoisses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est intéressant que vous posiez cette question appliquée au management, au leadership. Effectivement, avoir un manager ou un dirigeant qui doute de lui-même, ce qu'il va renvoyer en miroir pour se rassurer, c'est par exemple micromanager. Vouloir absolument savoir tout ce qui se passe, surcontrôler, ne pas accorder le droit à l'erreur à ses équipes de la même manière qu'il ne se l'accorde pas à lui. Donc ça va mener à ces comportements extrêmes qui vont rejaillir sur l'organisation. Ouais. Vous l'évoquiez, vous le survoliez au début, mais est-ce qu'il y a un rapport finalement à ses origines sociales ? Est-ce que tout part finalement de ce que l'on est socialement, je dirais presque familialement, dans ce syndrome ? Oui. Alors il y a une partie d'origine sociale, je vais y revenir. Ça vient d'abord, on pense qu'un des plus gros déclencheurs, ce sont des attentes parentales excessives vis-à-vis des pression. Comme quoi, ça vient souvent des parents, malheureusement. Oui, tout part souvent des parents. Ensuite, il y a également ce côté socio-économique. Quand on vient, par exemple, d'une famille où les grands-parents n'ont pas forcément fait d'études, ne se sont pas élevés socialement, et que la personne y parvient, elle se dit « mais comment est-ce que je me suis extrait de ce milieu et que je suis maintenant dans une entreprise, que j'ai un gros job ? Je ne viens pas vraiment de là ». Donc c'est également une explication. Les personnes aussi, je crois que c'est moins intuitif, mais c'est important de le dire, qui ont eu une carrière fulgurante, qui se sont retrouvés propulsés très vite, très haut, et qui se disent non, mais c'est pas possible, j'ai eu de la chance, je ne suis pas arrivé là par mes propres mérites, j'ai eu un coup de chance, j'ai été au bon endroit au bon moment, mais
mais j'y suis finalement pour assez peu de choses. Une des choses importantes aussi. Et parfois, on renverse la table, excusez-moi. Oui, tout à fait. On renverse la table. C'est ce que vous dites est très juste. Effectivement, ça peut mener à de l'autosabotage. Bah ouais. À de l'autocritique très forte qui en devient de l'autosabotage. Ouais, le cinéma l'a montré dans plusieurs films, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette réussite fulgurante, on la balaye d'un revers de main et on part à l'autre bout du monde. Il y a eu plusieurs films qui en ont parlé. Quand même, vous êtes coach, vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes dans l'écoute. C'est un sujet dont on parle, dont les médias se sont emparés. Comment on se soigne, Drifa? Comment on se soigne de cette chose? D'abord, est-ce que c'est aussi gênant que cela au quotidien dans l'entreprise? Et à quel moment on se dit, il faut que je fasse quelque chose pour être soigné? Alors, vous dites soigner, bon, c'est pas une maladie. Non, mais je mets des guillemets. C'est pas un trouble mental. Oui, ça devient gênant quand vraiment on se rend compte qu'on micromanage, que ce contrôle, ce surcontrôle devient très compliqué. Et ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'abord en prenant conscience, en nommant ce que raconte cette petite voix, ce petit singe sur l'épaule. Est-ce que c'est effectivement, t'as que de la chance, c'est parce que tu surtravailles. Et ensuite, l'idée, c'est de retravailler ses pensées en faisant reconnaître à la personne, et c'est tout le travail d'un coach, ce qu'elle fait de bien. Lui faire prendre conscience de ce qu'elle réussit. Ça, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Reconnais-le, regarde-le. Et en discuter, c'est également une grande partie du travail, parce que c'est aussi là qu'on s'aperçoit, j'ai envie de dire qu'on est entouré de personnes souvent qui souffrent de ce syndrome. Les gens verbalisent ou ça vient de l'extérieur? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui se disent, mais en fait, je me retrouve dans tout cela. Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, en se levant un matin, je vais aller voir quelqu'un pour le syndrome, ou c'est l'extérieur qui vous éveille à cette question? Est-ce qu'on s'en rend bien compte qu'on est finalement un peu gagné par ce syndrome? Je crois que quand on commence à se questionner sur un malaise, sur des questions qui nous viennent, on y vient soi-même. Moi, c'est quelque chose qui sort assez vite en séance de coaching quand on creuse, et c'est notre métier de questionner, de creuser. Et puis, c'est un sujet, comme vous le disiez, qui est très médiatisé. Donc, les personnes en ont davantage conscience, le nomment davantage aujourd'hui. Mais je reviens aux femmes, parce que vous m'avez tout de suite repris tout à l'heure sur l'imposteuse, mais on voit quand même que dans les statistiques, par rapport au nombre de cas, c'est plus les femmes qui le sont, comme s'il y avait chez elles cette espèce de plafond de verre dont on entend souvent parler ici sur ce plateau, c'est-à-dire, c'est pas pour moi, je peux pas y accéder, j'ai pas le niveau. On n'est pas loin du syndrome de l'imposteur, là aussi, en creux. Oui, oui. J'y crois pas. Oui, je crois que ce qui vient quand même en miroir, c'est ce que les femmes reçoivent des organisations et qui est en train de bouger, mais où effectivement l'absence peut-être à un certain niveau de rôle modèle féminin qui ont pulvérisé ce plafond et qui donnent cet effet d'entraînement. Et qui assument. Voilà, je pense que les choses vont dans le bon sens. Il est vrai que, voilà, je crois encore que les femmes l'expriment davantage, mais on serait à peu près 70% de la population à être concernée, hommes et femmes. Avant de nous quitter, quel conseil vous donnez? Quel conseil vous donnez à vos clientes ou clients pour essayer de sortir de ces espèces des griffes du syndrome de l'imposteur? Ouais, alors je crois qu'une fois qu'on l'a nommé, moi ce que j'encourage à faire, c'est à tester des choses, à expérimenter des choses différentes, quitte à se mettre un tout petit peu en inconfort, mais à aller... Donc c'est-à-dire quoi? Verbaliser le fait que... Bon, moi, je suis très content d'avoir réussi ce meeting. Oui, je suis très fier. On verbalise, on met des mots. On verbalise. J'ai osé prendre la parole, aller à un meeting en se disant justement, aujourd'hui, je ne parle pas d'habitude, et bien là, je vais parler. Je vais te dire quelque chose. Et en sortant, se dire, waouh, je l'ai fait. Donc, c'est aussi pas forcément dans une position hiérarchique. Je suis dans une réunion, ben, je prends la parole, j'essaie. J'essaie de prendre la parole. Même si je considère que ce que j'ai à dire n'est pas nul. passionnant. Oui, parce que vous l'entendez beaucoup, ça. Je dis rien, parce que de toute façon, franchement, c'est nul ce que je dis. Absolument. Mais voilà, se dire, aujourd'hui, je vais à ce meeting et je vais parler. Et après, se dire, waouh, je l'ai fait. Je vais peut-être le refaire la prochaine fois. Non seulement j'ai parlé, mais ce que j'ai dit a été entendu. Parce que on peut parler, évidemment, parce que c'est quand même l'intérêt de parler. Merci Drifa Choulet d'être venue nous éclairer sur ce syndrome qui n'est pas une maladie, parce que tout à l'heure je parlais de soigner, on ne va pas voir un médecin, on va plutôt voir un coach. Et vous êtes coach, fondatrice et dirigeante de Le Premier Jour, un podcast et une newsletter. Merci de nous avoir rendu visite, à très bientôt, j'en suis sûr. La suite de notre programme, c'est le droit, rien que le droit. Restez avec nous un instant, Drifa. On en parle tout de suite dans Smart et Réglo. Justement, est-ce que... Ça, c'est un sujet éminemment sensible et juridique. A-t-on le droit de surveiller ses salariés? Oui, tiens, je crois que non. On en parle.